Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Aziz Mohamed Saleh, ministre en charge des infrastructures du Tchad. Dans son projet de société durant la campagne présidentielle, le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a proposé 12 chantiers essentiels pour le développement du pays visant à répondre aux attentes des Tchadiens et à impulser un véritable élan économique. Ces chantiers représentent des priorités stratégiques pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et favoriser un développement durable et inclusif. Parmi eux, le chantier des infrastructures occupe une place prépondérante car il constitue la pierre angulaire de toute politique de désenclavement et de développement. Bonjour, Monsieur le ministre, et bonne et heureuse année à vous. Bonjour, bonne année à vous, bonne année à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de nous recevoir pour partager votre vision et également les avancées en termes de réalisation dans votre département. Pour commencer, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner un aperçu sur les 12 chantiers du président de la République et également nous parler de ce qui concerne votre département? Oui, merci. À vrai dire, un aperçu, ça sera très difficile. Les 12 chantiers du chef de l'État, c'est des axes majeurs de son intervention pour tout un quinquennat. Ça touche toute l'action du gouvernement, que ce soit la paix et la sécurité, que ce soit la bonne gouvernance, le rôle de la femme, la jeunesse, le sport, la solidarité, la santé, la diplomatie, la réforme de l'armée, les infrastructures, l'éducation, la santé. C'est tout un programme. Donc, sur la base de ce programme, le peuple tchadien a donné la confiance à une large majorité au maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il nous revient, chacun s'il le concerne, de tout faire pour que cela se réalise. C'est son message dès l'installation du gouvernement et c'est notre sacerdoce dans le cadre de nos actions quotidiennes. Et pourriez-vous nous parler des réalisations concrètes qui ont été accomplies dans ce cadre et quels sont les projets dont vous en êtes fiers? Particulièrement, l'administration est une continuité. Donc, nous avons déjà hérité dès 2023 d'importants projets d'infrastructure qui ont été soit relancés, soit nouvellement contractualisés. Et donc, nous, notre tâche principale, c'est d'assurer la continuité et la planification de ces engagements du chef de l'État. Nous arrivons à une phase post-électorale et donc il faut mettre en œuvre ce que le président a dit au peuple tchadien. Donc, nous avons un cahier des charges, un calendrier de mise en œuvre de tout ce qui a été promis par le chef de l'État, redémarrage des chantiers. Nous avons par exemple 8 stades qui ne sont pas terminés. Moundou, à Assar, à Bongor, à Djamena ici, à Biltine. Donc, c'est notre engagement que de les suivre, de les budgétiser et de trouver les financements pour qu'ils puissent être réalisés. Un axe majeur, c'est les 1022 km qui sont actuellement en cours de bitumage. Nous avons 1022 km. C'est vraiment immense. Je vais juste vous donner un ratio. En 30 ans, donc depuis les années 90, 60 jusqu'aux années 90, nous n'avons fait que 400 km. De 90 à 2020, nous sommes à 3000 km. Donc c'est une génération et demie. En 3 ans, nous sommes en passe de pouvoir faire près de 1000 km de route bitumée. C'est un exploit qui est, à mon sens, extraordinaire. Et c'est de montrer la volonté du chef de l'État de désenclaver le Tchad et d'unir tous les chefs-lieux de province entre eux. C'est un engagement de taille et nous tenons particulièrement à la réalisation de ces engagements en diversifiant les sources de financement et en tenant aussi les engagements puisque le budget du ministère des Infrastructures est en croissance exponentielle chaque année pour permettre de la réalisation des objectifs-là. Et quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés et comment comptez-vous surmonter cela? Les défis, en réalité, ils sont effectivement nombreux. Pour un pays en voie de développement comme le nôtre, c'est d'abord le capital humain. Vous savez, l'ingénierie, le changement climatique, l'innovation demandent une réadaptation constante. Nous ne pouvons plus utiliser les mêmes bitumes. Il y a un certain nombre de pays qui utilisent les roches, d'autres utilisent les parpaings, certains utilisent des pavés. Tout cela demande à ce que ce soit analysé, que ce soit étudié. Et donc cela, c'est un des défis pour que la recherche et le développement avancent.
Le deuxième défi que je regarde, c'est au niveau d'une meilleure planification de nos engagements. Il faut que quand on commence quelque chose, on puisse le finir. C'est la raison pour laquelle certains projets étaient budgétisés en 2024. Nous avons jugé utile de les récaler en 2025 pour permettre de finir ce qui a été engagé. Donc ça, c'est un défi de taille parce que certains ne comprennent pas que quelque chose soit dans le budget et qu'on ne contractualise pas le marché et qu'on ne l'engage pas. Donc je crois que c'est une part de responsabilité. Et ces éléments font que nous sommes en passe de pouvoir avoir une meilleure planification, des ressources humaines de plus en plus importantes et de qualité. Et le défi le plus important que je vois, c'est une gestion intersectorielle. Parce que les infrastructures, ce n'est pas seulement un département. C'est lié à l'eau, c'est lié à la santé, aux écoles, c'est lié à l'énergie. Je vous donne juste un exemple. Nous avons la route transaérienne qui va de N'Djamena jusqu'au Niger. Il y a aussi une route qui est la route de la fibre optique qui passe de N'Djamena qui va aussi au même coin. Donc, autant mettre le projet ensemble pour que quand on construit la route, nous puissions en même temps faire le tracé pour mettre la fibre. Donc, c'est gain de temps, c'est gain également de financement. Donc, c'est cette gestion intersectorielle qu'on essaye de plus en plus d'impulser au sein du gouvernement, sous la houlette du Premier ministre chef du gouvernement, et aussi des orientations du chef de l'État pour qu'il y ait plus de qualité à moindre coût dans le cadre de nos actions. Nous constatons également que les routes bitumées ne durent pas longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie pour pouvoir créer, peut-être construire des chemins de fer pour pouvoir désengorger un peu le pays? Bon, en réalité, il faut aussi voir ce pourquoi la route a été faite. Une route, elle est faite sur un temps avec un trafic donné. Aujourd'hui, quand vous regardez la capitale, tout le monde a un véhicule. C'est des milliers de véhicules qui quotidiennement rentrent dans nos villes. Ça, c'est, je crois, un des éléments. Le deuxième élément, c'est l'indiscipline. Quand vous voyez les gros porteurs, par rapport également au fait qu'il y a un poids à l'essieu qui doit être respecté, souvent il n'est pas respecté. Ça dégrade plus rapidement la route. Et il y a enfin le changement climatique. L'eau, le bitume n'aime pas l'eau. Et avec ces excès d'eau que nous vivons, il y a également un certain nombre d'éléments qui ont conclu à cela. Donc c'est ça l'enjeu majeur par rapport à ces défis. Ils sont en temps climatique, qui sont en termes de ressources humaines, et que ce soit des gestions intersectorielles pour donner plus de résultats. La route, quand elle fait 20-25 ans, elle a besoin d'un entretien, bien évidemment. Et donc, il faut le faire dans le temps qui est prédéfini. Donc, ces nids de poules que l'on voit sur les routes, c'est la plupart des routes qui ont au moins une vingtaine d'années. Donc, quand une route est dégradée au bout de 20 ans, il faut la réhabiliter. Et nous avons un projet pour réhabiliter les axes, que ce soit l'axe de Santana, que ce soit l'axe qui va au Grand Marché, l'avenue Nimeri, que ce soit l'axe en dehors de N'Djamena, qui va vers la route de Dandi, qui est une route économique. Donc tous ces axes vont être réhabilités pour permettre encore sur au moins une génération leur utilisation optimale. Nous constatons également que N'Djamena fait face tout le temps, chaque année, à des inondations. Et cela perturbe également la capitale. Dites-nous, est-ce qu'il y a des projets qui sont prévus pour pouvoir régler ce problème? Oui, bien évidemment, gouverner, c'est prévenir. C'est ça l'enjeu majeur. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons, il y a à peu près 3 semaines, été reçus en séance de travail par le chef de l'État, il a instruit à ce qu'on prévienne déjà pour l'année prochaine. Donc nous travaillons avec le ministère de l'Aménagement, avec le ministère des Finances et le comité des inondations qui avait été mis en place pour anticiper cela. Et anticiper, c'est déjà, lorsqu'on fait des ponts, il faut les faire de façon surélevée. C'est l'évacuation des eaux. Et c'est la protection des berges. Donc, je vous informe que nous lançons une étude pour permettre sur les 40 km de berges qui joignent N'Djamena, puisse avoir une étude pour permettre d'avoir un vrai financement pour protéger toute la berge en la surélevant, parce qu'on connaît ici au 3e arrondissement, au 7e, toute la lignée a été touchée. Donc, c'est ça l'enjeu majeur. Mais je voudrais quand même dire que globalement, quand nous voyons
d'autres pays, y compris des pays développés, on peut dire que cette année, ça a été géré avec tact. Qui ne disait pas, il y a encore 3 mois, que la digue va céder et que Walia allait être emporté? Walia est là, et Walia n'a pas été emporté. Et la digue tient. Donc je crois que parfois il y a un peu de supputation, un peu polémique, un peu politicienne. C'est d'abord le terrain qui commande, et le terrain, pour le moment, nous a donné beaucoup de satisfecit par rapport à la gestion des inondations de cette année. Est-ce que vous avez un programme dédié aux pistes rurales? Ah oui, vous savez, 40 000 kilomètres de routes et de pistes, c'est ça que quotidiennement les Tchadiens empruntent. Des écoliers, des médecins, des infirmiers. Donc on ne peut pas ne pas laisser cela. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter et remercier nos partenaires, que ce soit à travers le programme SON avec l'Union européenne, avec la Banque mondiale, qui nous appuient dans le cadre de ces différents programmes pour la réhabilitation des pistes. Donc il y a un grand chantier de réhabilitation des pistes, des routes, pour pouvoir aménager, parce que nous sommes un pays immense et nous ne pouvons pas, en quelques années, tout bitumer. Donc il faut travailler sur les pistes qui soient bien entretenues, de telle sorte qu'elles puissent être aussi des éléments de désenclavement pour permettre un développement économique. L'un des projets qui tient à cœur le gouvernement, c'est également la route Kélo-Pala. Que prévoit le gouvernement à cet effet? Il n'y a pas que la route de Kélo-Pala. En réalité, comme je peux peut-être les lister, il y a énormément de routes qui intéressent tout le gouvernement. Et l'action du gouvernement, c'est de dire que lorsqu'on commence une route, il faut la finir. Donc, ce que vous avez cité, ce sont nos priorités, parce qu'il faut finir ce qui a été engagé. Récemment, et j'informe tous les téléspectateurs, c'est début décembre, toutes les entreprises ont été payées, il n'y a aucun arrêt de paiement. 200 milliards, le chef de l'État a instruit, pour que tous les projets d'infrastructures, de bâtiments, d'écoles, de centres de santé puissent redémarrer. Nous sommes là dans un plan de reprise générale de toutes les entreprises. Je crois que c'est une fierté à ce niveau-là. Ça n'a jamais été fait. Et 200 milliards, c'est presque le budget annuel du ministère. Donc ça a été payé. Et ça permet à ce que tout soit repris. Donc, il y a Djouman-Lai, il y a ici, à nos côtés, ici, Massakori, qui va aller de Chadara jusqu'à Moussoro. Il y a la reprise des voiries urbaines au niveau de Mongo. Il y a la reprise des voiries de Faya, de Doba, de Sar. Il y a N'Djamena ici. Vous avez 100 km de goudron qui sont en cours. Tous sont en train de reprendre de façon concomitante. Le pont de Chagua. Le pont de Chagua, c'est quelque chose qui tient à cœur au président de la République. Et donc, pour cela, il a instruit à ce que nous fassions tout pour que, fin 2025, le pont puisse être entré en œuvre. Donc, c'est tout le pays en réalité qui est enchanté. Bangor, ici, nous avons les voiries urbaines qui sont en cours également. Il y a la route transaérienne qui va jusqu'au Niger, de l'autre côté. Donc, c'est vraiment tout cela. Massénia, ici, est en train d'être désenclavé avec la route qui est en cours de construction actuellement au niveau également de Massaguet. C'est tout un chantier. Mongo Abdeya vers Amtiman est en cours de lettres. Kiabe Singako avec la BAD est en train de reprendre. Donc, en réalité, vous avez cité des cas, moi j'en citerai des centaines, où un enjeu majeur est de reprendre et de pouvoir pérenniser cette continuité. Parlons des voiries urbaines, Monsieur le ministre. Que prévoit votre département pour pouvoir aider ces voiries en province à pouvoir respecter le cahier des charges? Bon, je pense que sur cela, il y a la décentralisation qui doit jouer son rôle. Vous savez, nous sommes en train de faire élire beaucoup de maires, de conseillers provinciaux, et ils auront la possibilité d'avoir des financements propres. Il y a un budget spécial qui est prié. Quand la route est faite, la mairie doit pouvoir l'entretenir. Ça, c'est un enjeu majeur, tant au niveau de N'Djamena que de toutes les grandes capitales. Donc nous comptons faire notre part, mais aussi à ce que les autorités locales jouent leur jeu aussi, parce qu'une route qui n'est pas nettoyée, qui n'est pas entretenue, où on laisse déverser l'huile de vidange, ça va détruire la route. Donc la préservation de la route, c'est un engagement de tous au niveau central, aussi bien au niveau local. Et en 2025, vous prévoyez
Construire combien de kilomètres de route? En 2025, vous savez, une route, c'est au minimum 3 ans. Donc, ce n'est pas chaque année qu'on fait des centaines de kilomètres de route. Donc, nous avons un certain nombre de projets phares que nous avons mis sur la table, notamment Sar-Maro-Sido, 125 km, que nous souhaiterions mettre sur la table, que ce soit au niveau du budget État ou avec nos partenaires. Nous avons également Rigrig-Dabo, Liwa-Rigrig, qui doit être également financé pour l'année prochaine. Nous avons Gouri-Mondomao, qui est un projet pour être lancé en 2025 au niveau du budget de l'État. Il y a Massakuri-Chadra, qui va également être lancé. Et beaucoup d'autres projets qui sont également, pour certains, financés par les partenaires. Le raccordement de Amtiman, c'est à partir de Mayo, c'est un raccordement grâce à la BID. Il y a la frontière à Bouglem-Adré, qui est un projet. La BID va se positionner et va financer pour la frontière là-bas. Et puis il y a un grand projet, un très grand projet que nous avons ensemble avec la Libye et avec l'Égypte, qui est le désenclavement du Tchad jusqu'à la frontière libyenne et de la Libye jusqu'en Égypte, qui va donner accès à la mer. Donc ça, c'est un projet important que le chef de l'État suit personnellement, parce qu'il y a eu des engagements avec d'autres chefs d'État, présidents égyptiens. Nous avons d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères d'Égypte qui arrive dans quelques jours, et nous allons discuter de ce projet, comment mettre les éléments pour pouvoir financer cela. Il y a déjà des études qui sont en cours. Donc ça, c'est des projets qui vont se faire sur plusieurs années, mais qui vont permettre au Tchad d'avoir d'autres corridors pour ne pas être enfermé dans un seul corridor qui est actuellement celui du Cameroun. Avec tous ces projets que le Tchad compte réaliser, dites-nous, est-ce qu'il y a les moyens suffisants pour pouvoir réaliser tous ces projets? Il n'y a pas les moyens suffisants, ça c'est évident. C'est pour ça qu'il faut changer de stratégie. Vous savez, dans la plupart des pays, les infrastructures se financent elles-mêmes. Et les infrastructures sont des projets qui sont vraiment bancables et qui sont portés par les bailleurs. Chez nous, on a cette mauvaise pratique que de vouloir tout prendre par le budget État. Ce n'est pas possible. Et cela, nous sommes entendus avec le chef d'État, avec le chef du gouvernement, pour faire basculer au niveau des partenaires la plupart des projets. Raison pour laquelle nous allons certains projets les mettre en concession. Vous savez, la route qui sort d'ici, N'Djamena, qui va soit vers le sud ici, donc à travers Guelendeng, Bongor, tout cela, c'est une route qui est très fréquentée. Donc, de la sortie de N'Djamena jusqu'à Etena, c'est 2 fois 2 voies qui sont en train d'être construites actuellement. 2 fois 2 voies. Et cette route, c'est des milliers de Tchadiens qui l'empruntent. Donc, nous avons pour ambition de la laisser en concession. C'est-à-dire une entreprise va concéder, va gérer avec des péages et va pouvoir gérer l'entretien de la route, notamment. Idem pour la sortie nord, qui va à Massaguet. 2 fois 2 voies est en train d'être fait jusqu'à à peu près une trentaine de kilomètres. Et donc là aussi, l'aéroport est en projet vers ce côté-là. Ça va être aussi comme dans les autres pays, avec une société privée qui va gérer cela et qui va engager des recettes pour pouvoir également financer la question non seulement de l'entretien, mais également du financement des routes. Donc la route doit pouvoir financer la route. Et ça, c'est des projets qui se font sur plusieurs années, parce qu'il faut montrer patte blanche, il faut une meilleure gouvernance, il faut des ressources humaines de qualité, et il faut des projets qui soient mieux montés. Donc sur cela, c'est plusieurs actes de réflexion, et on y arrivera par rapport justement à ce forum international que nous voulons faire pour mettre à plat toutes ces questions et avoir une feuille de route claire par rapport à ces objectifs qualitatifs. Merci. Parlons de ce forum international que le Tchad prépare activement. Parlons-nous un peu de ce forum, comment ça se prépare et quelles sont les retombées de ce forum? Oui, le forum, il avance bien. Nous avons déjà des lettres d'invitation qui sont en train de partir. Nous avons aussi des termes de référence qui sont déjà terminés. Et il est prévu du 18 au 20 février 2025, sous le haut patronage du maréchal du Tchad, qui va, on l'espère lui-même, donner son message sur sa vision. Parce que sa vision, c'est tout un chantier. C'est le chantier 8 sur les infrastructures. Et donc cette vision, nous allons la décliner dans le cadre de ce forum. Pour la décliner, il nous faut d'abord, premier axe, faire un état des lieux. Où en sommes-nous? Quels sont nos défis?
quelles sont les difficultés, quels sont nos errements. Si on a fait des choses mal, il faut le reconnaître pour pouvoir mieux corriger. Ça va être le premier axe. Le deuxième axe, c'est pour dire comment pouvoir mieux faire sur les 5 prochaines années pour décliner le projet. Le chef de l'État a beaucoup d'ambition sur les infrastructures. Comment mieux le faire financer? Comment pouvoir permettre à la BAD, à la BID, à la Banque mondiale, à l'Union européenne et à tous les partenaires de se positionner pour financer ces projets de route? Comment permettre à ce qu'il y ait une meilleure qualité, le ratio kilométrage sur le prix, puisqu'on sache, dans telle zone, on sait que c'est plus ou moins tel montant. Ça donne une meilleure visibilité. Et la question de la responsabilité. Quand il y a des dégradations, il y a un responsable. Ça peut être l'entreprise, ça peut être le bureau de contrôle, ça peut être l'État. Il faut que ces responsabilités également, nous puissions les situer, suivre, de telle sorte que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. C'est l'enjeu majeur. Il y a un autre enjeu de taille lors de ce forum, c'est la présentation d'un certain nombre de projets phares. Et les projets phares, c'est notamment la concession. On va proposer à ce que le pont Yagua-Bongor, qui va bientôt être inauguré, puisse être mis en concession. Nous allons suggérer que le pont de Chagua puisse être mis en concession. Et les 2 routes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont l'axe nord et l'axe sud, c'est des entreprises qui, on va leur dire que ça, sur les 3, 4, 5 ans, nous voulons le mettre en gestion de concession. Il y a aussi le système BOT, c'est-à-dire qu'une entreprise avec un bailleur construise, il gère, et c'est après ça rembourse. Au Niger, à côté, l'aéroport se fait de cette manière-là. Sur 20-30 ans, il le gère, il se rembourse, et l'État n'a pas à sortir un franc. Donc nous devons encore plus mettre ces dispositifs pour plus libérer des financements du budget de l'État pour les secteurs, que ce soit la santé ou l'éducation, qui sont aussi importants, sinon plus, mais qui permettent pas d'avoir un financement par les partenaires. Donc c'est les 3 ou 4 grands axes majeurs de ce forum. Nous aurons des ministres, des collègues qui vont arriver. Nous avons l'engagement et la possibilité d'avoir un accord avec le Maroc sur les infrastructures pour l'accès à la Méditerranée. Nous avons l'engagement que nous aurons avec la Libye et l'Égypte sur cette sortie nord. Et nous aurons aussi un certain nombre d'accords que nous espérons signer avec la Banque africaine de développement. Et ce sera l'occasion de mise en lumière de toutes ces stratégies pour permettre d'être plus réactif, mais surtout plus anticipatoire sur un certain nombre d'objectifs et de défis qui ont été fixés par le chef de l'État. Monsieur le ministre, avant de mettre un terme à cet entretien, quelles sont vos impressions relatives à l'élévation du chef de l'État au rang de maréchal et également au départ des troupes françaises au Tchad? Vous savez, le maréchalat, il y en a beaucoup qui en ont parlé. Je voudrais juste dire que sur les 3 dernières années où notre pays a vacillé mais n'a pas cédé, je crois que s'il y a vraiment une personne qui a tenu, c'est le président, le chef de l'État. Parce que dès les premiers jours, et nous on a eu la chance d'être à ses côtés, dès les premiers jours, il a fait l'ouverture. Il a voulu que ce soit l'ouverture. Et je vais vous donner un secret. Dès les premiers jours, certains, puisqu'il y avait plusieurs courants, disaient mais dans ces circonstances, la Constitution, si on l'applique, au bout de 6 mois, on fait les élections et ceux qui sont là continuent. La vision du chef de l'État, c'est de dire non. Il ne s'agit pas de continuer pour continuer. Nous avons d'abord des préalables. Le Tchad, il y a un certain nombre de fractures, il faut d'abord les unir. Il faut ouvrir aux gens pour qu'ils reviennent, y compris le FACT, pour discuter, pour permettre à ce qu'il y ait une paix durable. Parce que vite faire, c'est bien, mais on aura des répercussions. Je crois que c'est une vision. C'est un visionnaire à ce niveau-là. Et ça a changé l'histoire du Tchad. Et ce changement de l'histoire du Tchad permet aujourd'hui de se dire qu'après 3 ans d'exercice, parfois difficile de cette transition, eh bien, il y a un cycle qui est terminé. Et ce cycle qui est terminé, c'est la transition. Et cette fin de transition, le CNT a jugé utile
de lui dire, peut-être qu'on a dit bravo, merci à beaucoup de gens, mais cette dignité d'élévation, parce que c'est juste, en fait, une dignité. Ce n'est pas autre chose que ça. Et la dignité, c'est la reconnaissance d'un travail qui est fait pour le peuple tchadien. Ce n'est pas autre chose. Nous pour la plupart des gens qui connaissent le président, ce n'est pas quelqu'un qui aime les fanfaronnades, ce n'est pas quelqu'un qui aime les galons pour les galons, non. Il n'aime pas être au-devant, pour juste être au-devant. Donc je crois que c'est un signe distinctif au sein d'un chef qui a été mis au niveau de l'armée et au niveau de l'État pour pouvoir mettre en œuvre son programme politique de façon vraiment claire et cohérente. Il y a aussi ses faits d'armes. C'est d'abord une distinction militaire. En une génération, on peut dire qu'il a été de tous les théâtres des opérations. Il a laissé ses cours pour venir faire la guerre. Donc je crois que c'est d'abord comme cela qu'il faut l'analyser, outre mesure. Toutes les autres supputations politiques et politiciennes n'avancent à rien du tout. C'est un acte de dignité et nous le félicitons pour cela et l'encourageons à pouvoir porter, comme il l'a dit dans le cadre de son discours, mériter cette distinction pour pouvoir encore plus faire amener le pays dans le cadre de la paix et également du développement. Le deuxième point, effectivement, certains pensent qu'il y a des éléments de surprise. Il n'y a pas d'éléments de surprise à cela. Il n'y a pas d'éléments de surprise. En réalité, tous les analystes avertis savent qu'on ne pouvait aller que vers cette décision. Est-ce que le chef de l'État peut être candidat, dire dans un de ses axes majeurs que la souveraineté du Tchad est son axe majeur d'engagement? Il est élu et il marche sur cet engagement qu'il a au travers du peuple. Non, c'est impossible. Pour le religieux qu'il est, pour le croyant qu'il est, il ne peut pas. Quoi qu'il en coûte, il l'aurait fait parce que c'est l'engagement vers le peuple. Il y a aussi un changement, pas seulement au niveau du Tchad. C'est un vent de souveraineté au niveau des différents pays africains. Peut-être que la France ou d'autres pays ont raté le coche par rapport à cela. C'est à eux d'analyser. Mais c'est la volonté exprimée par les Tchadiens. Cela dit, la présence militaire d'un pays dans un autre pays ne peut se faire qu'avec son assentiment, ça c'est évident. Et les Français l'ont très bien compris. Ils l'ont bien compris, ils l'ont bien analysé, ils ont accéléré le retrait. Des avions sont partis, d'autres sont partis. Je crois qu'en soi, sur cela, c'est un des chapitres qui est déjà clos. Et il faut ouvrir un autre chapitre, qui est celui du développement. Les Tchadiens veulent aujourd'hui du développement. Aujourd'hui, notre langue, c'est la langue de Molière. Nous l'avons héritée de façon coloniale, effectivement, mais elle nous sert de véhicule. Je crois que nous avons des liens, bien évidemment, avec les Français. Ces liens, il faut les entretenir de façon à ce que chacun garde sa dignité. C'est ça, en réalité, le message. Dans le cadre de la dignité, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les temps des colonies. Nous sommes dans un autre temps, où chacun veut s'affirmer et pouvoir avoir un partenariat multiple. Le Tchad est en droit d'avoir quelque partenaire que ce soit. Et le Tchad n'est pas en train de changer une présence militaire par une autre présence militaire, pas du tout. Il veut pouvoir accélérer son développement. Et cette accélération nécessite la prise en main de ses obligations et, bien évidemment, pouvoir refonder la coopération, la diplomatie, pour que ce soit avec la France, que ce soit avec les autres, puisque nous sommes économiquement très liés à ce pays, sachons comment essayer de mieux reconstruire, de telle sorte qu'il y ait plus d'engagement au niveau économique, au niveau culturel, au niveau social, comme ça l'a toujours été. Monsieur le ministre, merci pour vos éclaircissements et votre engagement pour le développement des infrastructures au Tchad. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Nous vous souhaitons une fois de plus bonne et heureuse année et restez toujours connectés sur la chaîne nationale car le meilleur reste à venir.